Une femme enceinte de 7 mois se prépare à la hâte par un matin froid. Elle était en retard et devait conduire 40 minutes jusqu'à son travail sans pouvoir se permettre un nouveau retard. Sinon, elle allait avoir des ennuis avec son patron. Alors, elle prend sa clé de voiture, jette ses affaires dans son sac et se dirige vers la porte de la maison. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle n'a le temps que de pousser un cri et de mettre les mains sur son ventre. Par instinct de défense. Pour protéger le bébé, elle a mis les mains sur son ventre, tandis qu'une personne portant un manteau et une capuche noire l'attendait dehors et a tiré 7 fois sur elle. La personne a visé directement son ventre et 2 tirs ont touché le bébé. C'est vraiment horrible. Cette affaire implique un peu de tout. Une superstar du sport, des trahisons, de l'obsession, une médium voyante, une possible corruption judiciaire et peut-être une personne condamnée à la prison à vie. Injustement. Viens avec moi regarder cette histoire et découvrons ensemble qui a tué Ronnie Rother. Salut mon beau monde, je suis Su et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si vous, comme moi, aimez les histoires bizarres, les crimes réels, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimez, commentez, partagez, parce que tout cela nous aide beaucoup ici sur la chaîne. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Chicago, aux États-Unis. Même si la victime de cette affaire est une femme et son bébé, ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est l'identité du partenaire de la victime. Sean Gale est un ancien joueur de la NFL, la Ligue nationale de football américain. Il faisait partie de l'équipe des Chicago Bears en 1985. Cette équipe est encore aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures de tous les temps. Ils ont écrasé toutes les équipes adverses à cette époque et en fait, je crois qu'ils n'ont perdu qu'un seul match, si je ne me trompe pas. Mais enfin, ils ont tout écrasé sur leur passage. Y compris lors de la finale contre les Patriots, où ils ont infligé une raclée de 46-10 et sont devenus champions du Super Bowl de la saison 85-86. Et Sean a été une pièce fondamentale de cette équipe, réalisant un total de 18 plaquages cette saison-là. Je ne connais pas bien le football américain, mais il me semble qu'un plaquage, c'est quand un défenseur passe la ligne de protection et fait tomber le quarterback adverse avant qu'il lance le ballon. Quand ça arrive, c'est plutôt humiliant pour l'équipe attaquante, tu vois ? Et ne me jugez pas, je ne connais rien au football américain. Donc corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. On reprend ? Cette équipe des Bears de 1985 a vraiment fait sensation dans la ville et dans tout le pays. Avec ça, la célébrité et bien sûr, l'argent sont arrivés. Sean était beau, athlétique, célèbre et en plus riche. Donc on peut déjà imaginer qu'il ne manquait pas de prétendants. Eh bien, on peut dire qu'il en a bien profité. Il était considéré comme un célibataire endurci, changeant toujours de petit ami, et les médias adoraient suivre ses histoires. Sur le terrain, il a eu une carrière respectable. Champion du Super Bowl dès sa 2e année, 9 saisons de plus chez les Bears et une sélection au Pro Bowl. Ensuite, il a joué une saison chez les Chargers, avant même de prendre sa retraite. Mais Sean n'était pas seulement bon sur le terrain, non, c'était un gars populaire, charismatique, articulé. C'est pour ça qu'il lui a été plus facile de rester dans le milieu du sport. Après sa retraite, il est devenu commentateur, présentateur, reporter sportif et il a continué à avoir beaucoup de succès. En dehors du terrain, Sean gardait cette image de célibataire, mais peu de gens savant qu'il était en couple depuis plus de 18 ans avec une femme appelée Ronnie Rother. Elle venait de la ville de Potosi, dans l'état du Wisconsin. Ils se sont rencontrés en 1989 lors d'un événement caritatif auquel l'équipe des Chicago Bears a participé dans le Wisconsin. Ils ont commencé à discuter, puis à se rapprocher. La chimie entre eux était si forte qu'ils ont commencé à sortir ensemble et sont restés en couple pendant 18 ans. Après quelques années de relation, Sean a acheté une maison dans le quartier de Deerfield, au nord de Chicago. C'était un quartier huppé, très sûr, comme ceux qu'on voit dans les films. Tu sais, comme dans les films de l'après-midi, des enfants vendèrent de la limonade sur le trottoir ou allaient à l'école à pied sans crainte. Comme tout type de crime dans cette région était pratiquement inexistant, contrairement au Brésil. Mais ne commencez pas à m'insulter ici, d'accord ? Mais il y avait un détail dans cette relation. Même après tout ce temps ensemble, ils ne se sont jamais mariés, en fait. Ils n'habitaient même pas ensemble. Tu te rends compte ? C'était la volonté de Sean, parce que Ronnie, elle, voulait se marier, avoir des enfants, vivre avec lui,
mais Sean était satisfait de la relation telle qu'elle était. Alors il a acheté une maison pour que Ronnie y habite, il passait quelques jours avec elle, mais il retournait ensuite dans sa propre maison, dans un autre quartier, très chic. C'est bizarre, non? Maintenant, passons à l'année 2007. L'année où tout est arrivé. Ronnie avait déjà 41 ans et elle semblait résignée au fait que sa relation allait rester comme ça. Cependant, le destin a décidé de donner un petit coup de pouce et elle est tombée enceinte de Sean. Elle était émerveillée par la nouvelle et il semble que Sean était aussi très heureux de devenir papa pour la première fois. Bien qu'il soit une superstar du football américain, le couple est resté très discret et n'a rien révélé aux médias à propos de la grossesse. Tout allait bien, il restait un peu plus d'un mois avant la naissance de leur fils, mais tout allait changer le 4 octobre 2007. Ce matin-là, peu avant 8 heures, Ronnie se préparait pour aller travailler. Comme je l'ai dit plus tôt, elle devait conduire environ 40 minutes pour arriver au magasin Macy's, au centre de Chicago, où elle travaillait. Mais, en ouvrant la porte de la maison, elle a été surprise par une personne, un homme armé, qui pointait une arme sur elle, et plus précisément, sur son ventre. Soudainement, elle a été touchée 7 fois au total, et les 2 premiers tirs ont atteint le bébé dans son ventre. Ensuite, elle est rentrée en titubant dans la maison et le tireur a continué à vider son chargeur sur elle, jusqu'à ce qu'elle tombe dans la cuisine et que le tireur lui donne un dernier coup de feu dans la tête pour finir le travail. C'est horrible, franchement. Sa voisine a entendu les cris et les bruits des coups de feu et l'a appelée, effrayée, pour savoir si elle allait bien. Il est tombé, oh, le micro est tombé, les gens, le micro est tombé, reviens, le micro est tombé, je n'ai vu que le micro ici. Sa voisine a entendu les cris et les bruits des coups de feu et l'a appelée, effrayée, pour savoir si elle allait bien. Mais l'appel est tombé directement sur la messagerie vocale, alors elle a appelé la police. Honey, it's Krista downstairs. Are you okay? I heard a woman screaming, and I don't know, then it went quiet. Would you give me a call, please? Thank you. Oui, I heard a woman. Et puis un bruit sec, et tout est devenu complètement silencieux. J'ai appelé mon autre voisine à l'étage, elle est enceinte et elle ne répond pas. Je lui ai laissé un message pour qu'elle me rappelle si elle allait bien. Quand la police est arrivée à la maison, après l'appel de la voisine, ils ont trouvé la porte ouverte. Quelques douilleux de 9 mm ont été retrouvés par terre. Il était clair que quelque chose de très grave s'était passé là. Les policiers sont entrés lentement, arme à la main pour vérifier, tout en appelant Ronnie. « Ronnie, il y a quelqu'un ?» Mais rien. Silence total. Ils ont suivi une trace de sang qui menait jusqu'à la cuisine. En chemin, ils ont vu des photos de Ronnie dans des cadres. Les policiers savaient très bien qui était cet homme, le célèbre ancien joueur des Chicago Bears. C'est pourquoi il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande qu'une femme enceinte avait été tuée dans ce quartier très sûr. Et il semblait que cette victime était la compagne de l'ancien athlète. Le chouchou de la ville, tu vois le genre. Sean n'était pas à la maison, apparemment, il n'était même pas au courant de quoi que ce soit. Et ce n'est pas la police qui lui a appris la nouvelle du crime, mais un journaliste, qui, peu après la police, a appris qu'il y avait un corps dans la cuisine. Il l'a appris et a contacté Sean, lui demandant s'il avait quelque chose à déclarer. Sean a été pris par surprise. Alors, il a lui-même appelé la police pour savoir ce qui se passait. Dans l'enregistrement de son appel à la police, on entend bien qu'il a été très bouleversé par la nouvelle. Police de Deerfield. J'appelle à propos de cette fusillade à Deerfield. Sean. Oui, écoutez, j'ai reçu des appels des médias. Ici Sean Gale, ils veulent me désigner comme suspect. Sean, attendez un instant. C'était Ronnie Ryder? Elle va bien? Sean? Oui, c'était Ronnie. Non, elle ne va pas bien. Elle est morte. Sean, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Elle est morte. Sean, ne va pas chez elle, d'accord? Sean, tu sais où c'est? Sean, oui d'accord, Sean, je dois appeler ses parents. La police a commencé à enquêter, mais ce qui était clair, c'est que c'était une exécution. Aucun objet n'a été volé, même s'il y avait des bijoux et de l'argent liquide dans la maison. Les voisins ont été interrogés et ont dit avoir vu un homme noir, de petite taille, portant des vêtements amples, sortir en courant de la maison, monter dans une voiture noire et s'enfuir juste après les coups de feu. Sean n'est pas petit, bien au contraire, mais malgré cela, il a quand même été considéré comme suspect par les enquêteurs.
C'est un peu la norme dans ce genre d'enquête, le partenaire est toujours le principal suspect dans des cas comme celui-ci. Donc, qui sait, n'est-ce pas? Étant donné qu'il n'a jamais voulu vivre avec sa petite amie âgée de plus de 18 ans, qui peut garantir qu'il ne souhaitait pas aussi mettre fin à la grossesse de Ronnie, Sean lui-même s'est rendu volontairement au commissariat et a été interrogé pendant plus de 10 heures. Les enquêteurs ont dit qu'au début, il était très émotif et bouleversé, mais qu'à partir du moment où ils ont commencé à poser des questions, son comportement a changé. Tu vois le truc. Il était calme, maîtrisé et il a arrêté de pleurer. Les enquêteurs ont eu le sentiment qu'il cachait quelque chose, même s'il avait un bon alibi, il restait cette impression qu'il mentait, tu vois. Le problème, c'est qu'il y avait une lacune dans la chronologie de Sean. Ce matin-là, il a affirmé s'être réveillé, avoir fait du sport puis être allé chez le coiffeur se faire couper les cheveux. Le coiffeur a confirmé son alibi. Mais ce que les enquêteurs voulaient savoir, c'était avec qui il était à ce moment-là, et ses réponses étaient évasives. Et il a fini par admettre qu'il y avait d'autres femmes dans sa vie, d'autres, au pluriel vraiment. Voilà mes amis. Sean a dit aux policiers que sa relation avec Ronnie était une relation ouverte. Cependant, les membres de sa famille ont été interrogés et ont dit que Ronnie n'en savait rien. Pas pour elle. Ils étaient dans une relation monogame depuis 18 ans et ils étaient très heureux avec l'arrivée du bébé. Au final, Sean a donné une liste de toutes ses amantes. Il y avait 16 femmes, en plus de Ronnie, avec lesquelles il entretenait alors une relation. Oh mon Dieu, le champion avait une énergie inépuisable. Alors, les enquêteurs ont pensé à un tas de femmes jalouses, peut-être certaines qui se sont senties rejetées. Je ne sais pas, il pourrait y avoir un indice là, non? Quand on lui a demandé si certaines de ces femmes auraient dû faire quelque chose par jalousie, il a immédiatement répondu que oui. Monica est une femme polonaise, pratiquante de bodybuilding et très séduisante, avec qui il avait eu une brève relation. Cela s'était terminé quelques mois avant le crime. Selon lui, elle n'avait pas accepté la rupture et le poursuivait. Une fois, elle est apparue soudainement chez lui et, en regardant par la fenêtre, elle l'a surpris en train de batifoler avec une autre femme. Folle de rage, elle a commencé à frapper la fenêtre et a même cassé la vitre. Après ça, il est allé à la police et a demandé une ordonnance d'éloignement contre elle. Tout cela s'était passé quelques semaines avant le jour du crime. Pour aggraver la situation de cette Monica, une lettre anonyme très étrange a été trouvée dans le sac de Ronnie et la lettre disait ceci. « Je pense que tu aimerais savoir ce que ton petit ami Sean fait avec plusieurs autres femmes. Il va te mentir, il va inventer plein d'histoires et essayer de faire croire que c'est de ta faute comme il le fait avec moi. Il s'en sort depuis longtemps en faisant semblant d'être coupable et il fait en sorte que les femmes ne passent qu'une seule nuit à la fois chez lui. Alors, je veux te donner leur nom et leur numéro de téléphone pour que tu puisses voir de tes propres yeux. » Donc, la lettre listait les noms et les numéros de téléphone d'autres femmes avec qui Sean aurait eu une relation. Le problème, c'est que cette lettre comportait plusieurs petites fautes de grammaire, typiques de quelqu'un qui parle une langue d'origine slave, comme par exemple le polonais. Et les messages textes de Monica contenaient les mêmes types d'erreurs grammaticales que la lettre. Les autres femmes mentionnées dans la lettre mystérieuse ont également reçu une copie, comme si quelqu'un voulait que toutes sachent qu'elles étaient dupées. À propos de Sean, est-ce qu'on dirait que l'une des amantes le voulait pour elle seule et voulait d'une certaine manière mettre fin aux autres aventures de l'ancien joueur? Mais maintenant, la police avait une bonne piste. Dès que Monica avait été appelée à témoigner, ils sont revenus à la case départ. C'est parce qu'elle travaillait aussi comme coach sportive et, au moment du crime, elle donnait un cours à une cliente de l'autre côté de la ville. Son alibi a été confirmé et il était impossible qu'elle soit l'auteur des coups de feu. Elle a aussi nié fermement avoir écrit ces fameuses lettres et les avoir envoyées à toutes les amantes. Elle a raconté qu'elle avait bien eu une relation avec lui, mais que les choses ne s'étaient pas bien terminées. Quand elle a découvert qu'elle n'était pas la seule femme dans la vie de Sean, elle a dit que briser la fenêtre avait été un accident et qu'il avait exagéré en demandant une mesure d'éloignement contre elle. Ça non. Avec cela, les enquêteurs ont conclu qu'à moins que Sean ait eu une autre Polonaise parmi ses amantes. Quelqu'un a-t-il essayé de falsifier les erreurs grammaticales pour faire porter le chapeau à Monica? Alors, ils ont commencé à enquêter et à interroger toutes les 16 amantes de la liste de Sean. La voisine qui a entendu les coups de feu a déclaré, dans son témoignage, que le bruit de l'arme semblait étouffé. Comme si le tireur avait un silencieux au bout, c'est-à-dire que le tireur savait très bien ce qu'il faisait et était un passionné d'armes à feu. Cette information a beaucoup aidé à résoudre l'affaire, et vous allez bientôt comprendre pourquoi.
Ils passaient en revue la liste, nom par nom, jusqu'à ce qu'une autre policière jette un coup d'œil à la liste et soit surprise. La femme numéro 15 s'appelait Marnie Young. Et la policière a dit que, s'il y avait une femme assez folle pour commettre ce crime, c'était cette fameuse Marnie. C'est parce que cette même policière avait souffert à cause d'elle il y a plusieurs années. Elle était mariée et avait eu une liaison extra-conjugale avec Marnie. Sauf que, quand il a voulu tout arrêter, elle l'a menacé, elle a envoyé des lettres à sa femme et elle est même allée jusqu'à le menacer avec une perceuse. Mais qui est donc cette fameuse Marnie Young? C'était une mère célibataire de 3 enfants, divorcée, qui travaillait comme agente immobilière et essayait aussi de faire carrière comme mannequin fitness. Et alors ? Oh là là, Iman, tu comptes? Ils se sont rencontrés à un événement de l'équipe de Sean. Elle a mentionné être agente immobilière et Sean a dit vouloir investir dans l'immobilier. Au départ, leur relation était professionnelle, mais tu vois, ils ont fini par se voir de plus en plus. Elle l'emmenait visiter des maisons, des appartements vides, et si les murs de ces maisons pouvaient me parler, n'est-ce pas? Je sais seulement que leur relation est devenue personnelle et qu'ils ont commencé à coucher ensemble. Des personnes proches de Marnie ont raconté aux enquêteurs qu'après la mort de Ronnie, elle a commencé à dire à tout le monde qu'elle était la petite amie de Sean. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Sean à propos de cette relation, il a nié qu'elle était sa petite amie et a dit qu'ils avaient seulement eu une simple relation sexuelle. Vous vous souvenez que j'ai dit que les enquêteurs pensèrent que Sean cachait quelque chose ce jour-là, n'est-ce pas? Il a fini par avouer que la veille du mariage, lors du crime, Marnie avait dormi chez lui. Et selon sa propre description, ils ont passé une nuit de sexe bestial, jusqu'au matin. Tu sais, mon Dieu, d'accord, l'une des multiples amantes de Sean était un peu folle. Très bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle était une tueuse de femmes enceintes, non? Détrompe-toi, la situation de Marnie va encore se compliquer. Les enquêteurs ont examiné les appareils électroniques de Sean et ont fini par découvrir quelque chose de vraiment bizarre. Quelqu'un avait infecté son ordinateur portable avec un type de virus et cette personne avait un accès à distance complet à son appareil. Quelqu'un lisait et faisait des copies de tous ses emails, messages, tout ce qu'il faisait en ligne était surveillé. Regarde, ils ont réussi à retrouver qui était l'espion et tu peux déjà imaginer qui c'était, non? Exactement, Marnie Young. Les enquêteurs ont conclu qu'elle avait vu les échanges de messages entre Sean et la Polonaise Saradona Monika. Elle a étudié la façon dont Monika écrivait, y compris ses fautes de grammaire, pour rédiger cette lettre à toutes les autres amantes et essayer de rejeter toute la faute sur Monika. C'est fou, non? Des mois s'étaient déjà écoulés. Et comme ils n'avaient aucune preuve solide liant Marnie au crime, les enquêteurs ont eu une idée. Ils ont proposé à Sean de tendre un piège à Marnie. Ils ont mis sur écoute tout son appartement et Sean l'a invitée chez lui. Ce jour-là, elle est venue. Il a essayé de parler du crime, jusqu'à ce que Sean lui demande si elle pensait que la personne qui avait envoyé les lettres pouvait être la meurtrière. Marnie a répondu que oui. Et elle a même ajouté que la personne devait être une sociopathe pour ôter la vie à quelqu'un d'autre, mais que ce n'était pas son cas. Oui, je pense que cette personne est un peu déséquilibrée. Il lui manque des boulons. Ce que j'essaye de dire, c'est que toute personne qui ôte la vie à quelqu'un en garde forcément des séquelles durables. J'imagine que oui. Il faut être sociopathe à l'état pur pour pouvoir ôter la vie à quelqu'un. Pendant que cela se passait, les policiers en ont profité pour fouiller les poubelles de Marnie. Aux États-Unis, dès qu'une personne met ses ordures sur le trottoir, la police peut y chercher des preuves sans mandat. Et vous n'allez pas croire ce qu'ils ont trouvé. Mais avant, je recommence à envoyer mes bisous ici, et aujourd'hui, il est spécialement pour mes frères Eric et Rebecca. Bisous, je vous aime. Un reçu d'une librairie et le livre qu'elle avait acheté s'appelait Guide complet pour fabriquer des silencieux jetables. Tu peux y croire, ça doit être une blague, non? Et pour couronner le tout, ils ont trouvé un reçu d'un magasin de matériaux de construction. Et, sur le reçu, elle avait acheté tous les matériaux nécessaires pour fabriquer un silencieux d'armes artisanal, en plus d'avoir acheté un seau et un sac de ciment. Avec ces nouvelles preuves, El Attal était convoqué une fois de plus.
Quand on l'a interrogée sur le livre, elle a dit que c'était une blague et qu'elle comptait l'offrir à un ami. Vous avez acheté ce livre? Oui, je l'ai acheté. Pourquoi avoir acheté un livre sur la fabrication d'un silencieux artisanal? J'utilise du gel. Et, lorsqu'on lui a demandé si elle avait acheté les matériaux indiqués dans le livre, elle a dit que c'était pour un projet scientifique de son fils. Oui, bien sûr, je vois. Elle a dit que c'était une blague. Et donc, tu as acheté des matériaux, un livre que j'ai acheté pour voir si tu pouvais fabriquer un des matériaux pour un projet de science. D'accord? Le seau de ciment devait servir à réparer la salle de bain, mais elle ne l'a jamais fait. Quand on lui a demandé si elle avait une perceuse à la maison, elle a dit qu'elle en avait 4 différentes. Mais les enquêteurs avaient déjà fait des recherches et savaient qu'en réalité, elle en avait 5. Elle n'a justement pas mentionné un pistolet de 9 mm du même calibre que celui utilisé sur Kiri. Confrontée sur ce pistolet, elle a affirmé qu'il avait été volé lors d'un cambriolage chez elle. Mais elle n'avait fait aucun dépôt de plainte parce qu'elle n'avait pas d'assurance et ne croyait pas que la police l'aiderait. Non, les choses devenaient de plus en plus compliquées pour Marnie. Mais les enquêteurs savaient que sans l'arme du crime ou une preuve vraiment solide, elle pourrait finir par être innocentée. Alors ils ont eu une autre idée. L'une des meilleures amies de Marnie était une femme appelée Christy Passion. Elle travaillait comme voyante, du genre à faire des consultations et à faire revenir l'être aimé en 7 jours, tu vois. Christy disait que Marnie avait été engagée par l'armée américaine dans les années 70 pour un programme militaire. Il prenait plusieurs voyantes et médiums et essayait de découvrir des secrets et des cachettes d'armes nucléaires de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Si tout cela vous semblait fou, alors, tenez-vous bien, ce programme a vraiment existé. Des documents secrets ont déjà été déclassifiés, prouvant que tant les Américains que les Soviétiques ont utilisé des médiums et des voyants à cette époque. Mais cela, c'est pour une autre vidéo. Dites-nous en commentaire si vous voulez en savoir plus sur cette histoire. Mais, pour revenir à l'enquête, ils ont découvert que Christy avait l'habitude d'enregistrer tous les appels qu'elle recevait. Et ils ont trouvé un appel très étrange de Marnie à Christy, le jour du crime, où elle l'invitait à dîner. Christy Passion, how can I help you? Do you want to go to dinner? That's fine. Is everything all right? Oui, je sais. Okay. D'accord, pas de problème. D'accord, je vais t'appeler là-bas. D'accord, salut, salut. C'est étrange, non? Mais ne t'inquiète pas, ça aura bientôt du sens. Ils ont aussi découvert que Marnie avait loué une petite voiture noire un jour avant le crime, mais elle a utilisé l'adresse de Christy. Ils ont demandé à Christy de témoigner une fois de plus et, lorsqu'on lui a posé des questions sur cet appel l'invitant à dîner, Christy a dit que c'était un code qu'elles avaient convenu ensemble. Elle a raconté que Marnie lui avait avoué qu'elle voulait éliminer Ronnie parce qu'elle croyait que Chauncey ne voulait pas officialiser leur relation. À cause du bébé et de Ronnie, elles avaient donc convenu que, si un jour Marnie éliminait vraiment Ronnie, elle appellerait Christy et l'inviterait à dîner. Les enquêteurs lui ont dit qu'elle servirait soit de témoin, soit qu'elle finirait accusée de complice. Alors, Christy a dit qu'elle aiderait et a accepté de porter un micro. Elle a invité Marnie à prendre un café et c'est là qu'ils ont enfin obtenu une preuve concrète, Marnie a avoué. Ce matin-là, elle a mis un maquillage foncé pour se faire passer pour une personne noire. Elle a porté des vêtements d'homme amples et une perruque. Elle a conduit la voiture de location jusqu'à la maison de Ronnie et elle a attendu près de la porte. Dès que Ronnie a ouvert la porte, elle est apparue devant elle et a tiré 2 coups dans son ventre. Ronnie est entrée dans la maison, elle a essayé de s'enfuir, mais Marnie est entrée et a vidé le chargeur sur elle, tirant une dernière balle dans la tête de Ronnie. C'est vraiment horrible. Je n'ai vraiment pas cru que tu ferais ça. Moi aussi, j'ai cru que tu le ferais. Tu as vu? Il faisait tellement sombre que je n'étais même pas sûre de tirer droit. Et elle a commencé à crier et j'ai tiré une première fois. Puis quand elle est tombée, elle m'a donné un bon coup de pied. Elle m'a frappé au tibia. C'est tout, j'étais épuisée, j'ai tiré une dernière fois et puis je l'ai achevée. Ensuite, elle s'est enfuie en courant, elle est rentrée chez elle et a mis l'arme dans un seau avec du ciment qu'elle avait acheté. Et tu vois, elle l'a jeté à la décharge de la ville. Bien sûr, je vais enfin poser la question que je t'ai dit que je ne voulais jamais, jamais savoir. Tu as caché l'arme, tu l'as bien cachée. Alors, elle a disparu. Elle est sous des tonnes et des tonnes et des tonnes d'ordures de Chicago. Et elle a disparu. Marnie a été arrêtée et accusée de 2 meurtres au 1er degré.
elle a plaidé non coupable. Le procès a eu lieu en 2010 et elle a finalement été condamnée à la réclusion à perpétuité. Bien fait. Sauf que 10 ans plus tard, en 2020, elle a de nouveau fait la une des journaux. C'est parce que ses avocats ont déposé une demande pour un nouveau procès. C'est parce que Marnie a commencé à affirmer que sa confession, enregistrée par Christy, avait été fabriquée par elle-même. Elle a dit que la police menaçait son fils aîné, disant qu'il finirait par être arrêté et accusé du crime. Alors, elle a dit que, le jour où elle a retrouvé son amie pour prendre un café, elle a réussi à avoir le fil du micro. Et là, elle a compris que Christy travaillait pour la police. Maintenant, écoute ça. Elle a dit qu'elle avait vu là l'occasion parfaite de sauver la vie de son fils. Alors, elle a fait un faux aveu pour protéger sa famille. Et que le véritable assassin court toujours dans la nature. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? L'avocat de Young, Judd Stone, affirme qu'il n'y a aucune preuve matérielle la liant au meurtrier. Il dit que la preuve la plus solide contre Young est l'aveu rapporté qu'elle aurait fait à un ami qui portait un micro. Et alors? Dès que j'ai vu ce micro, j'ai décidé que c'était une occasion pour moi de simplement le faire. Je ne parle pas seulement avec elle, je parle à la police à travers elle. Young affirme qu'il a fait ce qui équivalait à un faux aveu, car il dit que la police menaçait réellement d'arrêter son fils pour le crime. Moi. Je ne pensais tout simplement pas à ce qui allait arriver. Je voulais seulement arrêter ce qui arrivait à mes enfants. Je pensais que les preuves montreraient clairement que je n'avais pas commis ce crime. En 2024, le juge a accepté que l'affaire soit rouverte et que ses avocats présentent de nouvelles preuves. Cependant, jusqu'à présent, rien n'a été fait et elle reste en détention, attendant que de nouvelles audiences soient programmées. La famille de Marnie a lancé un site appelé Free Marnie Young. Là-bas, ses avocats et sa famille ont publié toutes les preuves qu'ils affirment démontrer l'innocence de Marnie. Ils ont remis en question la taille du criminel, rapportée par les témoins comme étant plus grande, et ont également souligné des failles dans la procédure d'enquête. Et la preuve la plus importante serait un rapport de la police scientifique qui montre que Marnie avait des ecchymoses sur le visage qui n'ont pas été causées par sa chute après le tir, mais qu'elles avaient probablement été causées 2 jours avant le crime. La défense de Marnie affirme que Sean l'a probablement agressée et que, 2 jours plus tard, il a décidé de terminer le travail, puisqu'ils ont obtenu des témoignages de personnes proches de Sean qui ont affirmé qu'il n'était pas heureux de la grossesse et qu'il ne voulait pas être père ni assumer une relation sérieuse avec Ronnie, puisqu'il ne vivait même pas avec elle alors qu'elle attendait son enfant, en plus du fait qu'il sortait avec 16 autres femmes en même temps. Voilà, c'est tout, les amis. Pour l'instant, Marnie est là-bas, derrière les barreaux, jusqu'à ce que son recours soit examiné par le tribunal. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que Marnie est vraiment innocente et emprisonnée injustement? Honnêtement, je pense qu'elle est vraiment coupable et qu'elle essaie n'importe quoi pour sortir de tôle. Après tout, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Au pire, elle restera comme elle est maintenant. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'essayer cette histoire complètement farfelue. J'aimerais avoir votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il s'est vraiment passé. Tu as aimé l'histoire? Tu as déjà mis un like? Laissez ton commentaire. Si tu as aimé, abonne-toi tout de suite à la chaîne parce qu'il n'y a que ce genre d'astuces d'ici. Et pour ceux qui nous suivent déjà ici, le look a encore changé, le décor a encore changé parce qu'on a encore déménagé. Mais maintenant, je pense qu'on va rester dans cette maison, mais ça va encore changer. D'accord, parce qu'on va acheter une chaise ici, donc si tu veux participer à un sondage qu'on va faire ici pour décider quelle chaise on va acheter. Suis-nous sur Instagram, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut, tu entends un bruit, je ne sais pas ce que c'est. C'était ton pied, peut-être ton pied.